Bonjour, bienvenue dans la Semaine du Moucheur, le magazine des pêcheurs à la mouche sur chasse et pêche. Je vous l'avais expliqué, moi j'ai appris à pêcher à la mouche il y a longtemps de ça grâce à un maître de la pêche à la mouche qui est Eric Tolderer que j'avais rencontré sur le Gave d'Oloron. Eh bien, vous le savez, je lui ai demandé de faire cette émission avec moi et de vous expliquer tous les secrets qui permettent une bonne réussite dans ce domaine de la pêche à la mouche. Alors, dans le premier numéro, il vous avait donné sa première leçon de lancer autrichien. Il vous avait expliqué qu'il avait été un élève du maître Hans Gebestroeuter. Je tiens à vous dire qu'il existe un livre sur ce maître du lancer autrichien qui s'appelle tout simplement Hans Gebestroeuter, qui a été écrit par Frank Varliez et qui a été édité chez Nova Media Édition à Berlin. Alors, mettez-vous à vos claviers sur Internet, vous pouvez sûrement vous le commander. Dedans, il y a plein de choses tout à fait intéressantes, mais évidemment, il faut parler allemand. Alors, pour plus de simplicité pour l'instant, on va retrouver Eric qui va nous parler en français au bord de l'eau et prendre notre deuxième leçon de lancer autrichien. Nous voilà encore ensemble et nous allons continuer. Qu'est-ce que nous avons appris la dernière fois? Nous sommes donc bien ensemble pour apprendre le lancer autrichien. Je vous ai donc appris qu'on tient la canne avec l'index en haut, comme nous l'avons vu la dernière fois. Alors, vous allez me dire pourquoi l'index, pourquoi pas, comme beaucoup de monde, le pouce? C'est une chose très simple, c'est tout simplement mon maître, donc Hans Gebestroeuter, la première journée que je suis arrivé chez lui, il me dit pourquoi tu tiens ta canne comme ça? J'ai dit ben j'ai appris comme ça. Il me dit mais là regarde, il y a un truc qui gobe, comment tu fais pour me la montrer? J'ai dit mais là. Ah, il dit mais alors pourquoi tu fais jamais comme ça avec ton doigt pour montrer où elle est la truite? Et j'ai dit non, bien sûr que non. Il me dit donc alors si tu veux la atteindre, naturellement tu fais comment? Mais tu fais comme ça. Et vous voyez, aussi simple que c'est pour vous aujourd'hui, ça a été pour moi et depuis je n'ai toujours tenu que comme ça. Et il y a une autre question quand même importante. Quand vous regardez que je lance ma canne avec l'index, regardez bien, à partir de quel endroit de mon corps part le geste? Mais c'est simple, il part d'ici, là, vous voyez? La canne est rallongée de 2 pieds, 30 cm jusqu'à l'épaule. Donc, en dehors de la logique, c'est quand même aussi un avantage d'avoir un levier plus grand. Au contraire, le lancer normal qui se pratique donc comme ça, à partir de quel endroit il y a la longueur efficace de votre canne? Mais vous allez comprendre, à partir d'ici, là, ça fait quoi? Ça fait que vous avez un demi-pied de moins de votre canne. Donc, quelqu'un qui lance sa mouche comme ça, avec une 9 pieds, n'a une 8,5 en fait. C'est logique. Et quelqu'un autrichien qui a une 8,5 et qui lance comme ça, mais il a une 10 pieds et demi. Et c'est ça qui explique pourquoi on dit toujours que les Autrichiens lancent avec des cannes courtes. Vous voyez? C'est important à savoir et c'est très logique. Ça vous permet de lancer avec un tout petit bout. Là j'ai une 4 bras. Et donc là j'ai plus qu'un bout devant. Et on lance pareil. Voyez-vous? Tout simplement parce que je n'ai pas un pied, mais j'en ai le bras en plus. Donc on peut lancer 20 mètres pareil. Vous voyez? Dans les stages que j'organise avec des pêcheurs qui veulent apprendre le lancer autrichien et la pêche avec moi, on me demande toujours, c'est pour nous épater, c'est pour frimer que vous faites ça? Et je dis non, pas du tout, j'en ai pas besoin, de toute façon vous épatez. C'est tout simplement, on apprend beaucoup mieux en lançant avec canne courte. Et il faut au début avoir un peu de la peine, ça met un peu plus de temps pour démarrer le résultat, mais ensuite, quand vous prenez une canne après entière en main, ça va toute seule, vous n'avez plus d'effort à faire. L'important c'est que vous n'avez pas d'effort à faire. Les gens, ils se battent toujours avec leur canne, ils ont toujours crispé, il faut être tout doux, pas serrer le manche, on tient juste la canne avec 3 doigts, pas de force, et ça passe tout seul. Et ça, c'est le clé de réussite pour le lancer autrichien. Donc, nous reprenons comme la dernière fois, à la première leçon, que nous avons un geste symétrique derrière, devant, la même force, le même angle et aussi le même temps pour déployer la soie. Quand on fait ça, tout doucement au début, derrière, devant, c'est la première leçon à faire. Un roulement de l'épaule
de l'épaule, bien de l'épaule et pas du poignet. Et on déploie notre bras derrière devant. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça, c'est la première leçon. Vous allez vous entraîner avec ça et nous allons voir la prochaine fois à progresser, à aller plus loin, encore plus loin. À bientôt. Bon alors vous avez bien compris, les efforts, c'est pas vous qui les faites, c'est votre canne. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors maintenant, pour avoir une bonne réussite dans la pêche à la mouche, vous le savez, on a besoin de bien connaître le comportement des poissons et on va voir ça dans l'environnement du pêcheur. Dans l'environnement du pêcheur aujourd'hui, nous parlons de notre sujet intéressant qui est celui-là de la vision du poisson. Qu'est-ce qui voit un poisson et quel poisson voit quoi? Ce n'est pas si simple parce qu'on n'a pas toujours des réponses à ça. Il faut savoir que la nature a fait des choses très très bien. Il faut savoir qu'elle a doté le prédateur d'une certaine vision et elle a doté la proie de notre vision. Et nous allons, ça marche. Il faut savoir que nous avons, par exemple, le prédateur de notre eau le plus réputé est le brochet, que lui, qui est un chasseur à l'affût, donc il est caché dans des roseaux, il attend sa proie qui passe, il attaque, il a une vision adaptée à ça. C'est-à-dire qu'il a une vision, comme on dit, binoculaire. C'est-à-dire qu'avec ses deux yeux, il vise le poisson. Ça lui donne la profondeur du champ et il sait quelle vitesse et quelle distance il a à parcourir pour le prendre. Avec une seule œil, il ne pourra pas parce qu'il n'y a pas de profondeur. Et par contre, en face de lui, il y a une brème qui, elle, a toujours peur. Moi, j'exagère, on n'est pas à Walt Disney quand même, mais bon, quelque part, quand même, il faut qu'elle se couvre. Donc, elle a une vision, il faut qu'elle couvre le maximum de vision autour d'elle pour être sûre qu'aucun prédateur vienne vers elle. Donc, elle a une vision monoculaire. C'est-à-dire qu'avec son œil droit, elle voit quelque chose, et avec son œil gauche, elle voit autre chose. Nous allons voir maintenant alors comment un prédateur à l'affût, comme le brochet, aperçoit sa proie. Je ne suis pas un très bon dessinateur, évidemment. Donc ici, disons qu'on a la gueule du brochet. Des yeux, le reste en bas, évidemment. Sa proie va venir par ici, donc il faut qu'il la fixe. Donc sa vision, elle est comme ça. Donc, il a son champ de vue qui est ici et qui fixe la proie ici. Donc, ça lui donne une dimension, une deuxième dimension, et il sait à quelle distance elle est. Maintenant, ici, la brème. C'est complètement différent, la brème. C'est pareil, hein. Je ne suis pas très bon dessinateur pour les brèmes non plus, ni pour les carpes d'ailleurs. Parce que les carpes, des brèmes, des gardons, tous les poissons blancs qui sont en fait des proies, c'est des mêmes. Donc, ils ont la même vision. Donc, eux, ils ont la vision qui est, ils voient ça, 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 ça. Donc, leur champ de vision, c'est celui-là et celui-là. Donc, cet œil-là regarde vers la droite et cet œil-là vers la gauche pour voir s'il n'y a pas un brochet qui s'approche. Donc, ça, c'est monoculaire, mono. Et là, c'est avec deux, c'est binoculaire. Binon. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, pêcheurs à la mouche, c'est la truite. Alors là, vous allez voir, c'est génial parce que c'est un poisson formidable parce qu'il réunit le deux. Et c'est ça qui est très rare dans les poissons. La truite, elle, qui est comme ça, elle a, si elle attaque un verron, une vision binon. Mais si elle est en attente dans l'eau, elle a aussi, en même temps, elle peut bouger son oculaire et elle a les deux. Donc, elle a la binon et la mono. C'est-à-dire une truite est très très bien adaptée à son environnement et c'est pour ça souvent que nous avons tant de problèmes de la prendre à la mouche. Alors maintenant que l'on sait que la truite voit bien devant, sur les côtés, en profondeur et tout, eh bien on va encore plus s'appliquer pour faire des belles mouches. Et c'est ce que l'on va voir tout de suite dans la mouche de la semaine.
Cette semaine encore, nous parlons d'une mouche complètement terrible. Une mouche qui prend des poissons toujours, partout. C'est tout simplement la Wiggle-Nymphe ou la nymphe articulée de demoiselles ou des libellules. Pourquoi cette mouche? Tout simplement parce que quand les eaux sont froides, en réservoir ou en printemps dans nos rivières, une grosse nymphe présentée est mieux si elle est articulée, donc elle est faite en deux hameçons, elle bouge et elle prend du poisson et elle le séduit plus facilement qu'un gros machin qui ne bouge pas et qui est rigide. Alors cette mouche est l'origine des États-Unis, donc c'est Doug Swisher et David Luke qui l'ont inventée et aujourd'hui je vais vous la montrer, comment on la monte et comment on fait avec. Nous voyons ici une magnifique lithographie du 19e siècle, naturaliste, qui nous montre le cycle de vie des libellules. En effet, comme des éphémères, des trichoptères ou des plécoptères, nous avons un cycle de vie complète qui commence dans l'eau et qui se termine en imago dehors. Nous voyons ici la larve qui vit 1 ou 2 ans dans l'eau, qui sont des terribles prédateurs, notamment avec leur masque déployable, qui fait qu'elle se cache dans des herbiers, et quand un petit alevin ou une petite larve autre passe à côté, elle se jette devant sa masque et elle attrape et se nourrit avec. Après 2 ans de différents mus, elle va grimper hors de l'eau le long d'une tige d'un roseau ou de quelconque obstacle. Vers le thorax, la peau séchée va s'éclater et il va naître l'imago. Nous occupons aujourd'hui pas des imagos, mais uniquement de la larve que nous allons monter articulée, donc avec 2 hameçons liés ensemble. Voyons comment ça se fait. Nous commençons d'abord par l'abdomen. Le premier hameçon, 3 cercles. Ensuite, l'abdomen en dubbing, un cerclage. Et ensuite, l'important, nous sectionnons l'hameçon ici, juste après la courbure. Ensuite, le deuxième hameçon, celui-là garde sa courbure. On lie par un petit fil de cuivre le deuxième hameçon au premier. Nous continuons l'abdomen jusqu'au 3/4. Nous fixons une boîte à ailes. Nous mettons des pattes avec un plume de poule et avec un dubbing plus foncé, nous faisons le thorax. Comme matériel, il nous faut comme toujours un étau qui serre bien l'hameçon, une paire de ciseaux, des porte-bobines, une aiguille à dubbing, un enfileur au passe-fil si on casse le fil au cours du montage et une pince à haquel pour fixer la collerette. Cette fois-là, il nous faut aussi une pince assez costaud pour couper la courbure du deuxième hameçon. Côté matériaux. Premièrement, nous avons des hameçons tige longue de taille 8 ou 10. Il nous en faut 2. Ensuite, le fil de montage noir comme d'habitude. Le rip, c'est un tinsel doré plat. La jointure entre les 2 hameçons, c'est des fils de cuivre fins. Le corps sera fait par du dubbing. Ici, c'est des harésirs plus dub, donc c'est des poils de lièvre et des entrantes qui fait la brillance. Ensuite, des cercles sont réalisés avec de l'autruche. Le wingpad ou la boîte à ailes avec la queue des hawk turkey ou des dindons sauvages. Et enfin, la dernière chose, une queue de poule, une plume pour faire des pattes, pour donner l'impression de vie. Mettons-nous à l'étau pour monter cette nymphe redoutable. Nous commençons par l'abdomen, donc le premier hameçon. Enroulement, pas tout à fait derrière, à la courbure de la soie de montage. Nous prenons 3 fibres de autruche pour imiter des cercles, un peu de tinsel plat
pour le rib. Voilà. Et ensuite, prenons un peu de Harris Ear Dubbing olive pour fabriquer l'abdomen. On met du dubbing, on pousse devant et on fait encore assez fin, pas trop gros, bien serré jusqu'au devant. Voilà. On enroule le dubbing en grosse spire, le tinsel pour donner de la brillance, pour imiter aussi des segmentations du corps et évidemment aussi pour solidifier le dubbing qui comme ça va pas s'en aller après la première touche. Voilà. Le corps arrière est déjà terminé. Il reste maintenant à couper la hampe. Nous prenons alors la pince et essayons pas de couper, voilà, les cercles avec. Voilà. Il n'y a plus rien, il n'y a plus que l'extension. Ensuite, nous fixons le deuxième hameçon qui va faire le thorax et la boîte à ailes. Nous commençons par les enroulements de la soie de montage. Nous allons en arrière. Nous prenons un petit peu de cuivre pour fixer le premier hameçon sur le deuxième. On enfile le cuivre dans l'œillet du deuxième. On tourne le tout. Voilà. Et on le fixe derrière. On refixe du millard pour faire un nouveau décerclage de continuité des corps. On reprend un peu de dubbing pour faire le reste du abdomen. On fait les enroulements du tinsel plat, comme derrière, en grosse spire, pour la segmentation et pour la solidité. Voilà, 2 tiers sont réalisés. Maintenant, la plume de dindon vernie en avant, on avance, va faire la boîte à ailes. Nous prenons un morceau de à peu près 5 mm, nous le fixons dessus. Nous prenons un dubbing plus foncé, ici je prends carrément du très foncé, du gris noir pour faire le thorax qui est toujours plus foncé. Une plume de poule, le cou de poule pour faire quelques pattes. Juste 2-3 tours. 1, 2, 3. On fixe. On coupe le reste. On plie la plume en arrière, comme un mouche noyé. On replie la boîte à ailes vers devant. On fixe. On coupe l'excédent. On crée la tête avec le fil de montage. Trois demi-clés et une goutte de vernis et le tour est joué. Et voilà votre première Wiggle Nymph.
Bon, alors donc, vous voyez, cette libellule articulée, ça me semble tout à fait efficace. Alors, on va en faire quelques-unes. Et puis, pour l'instant, on va sortir prendre l'air un petit peu, car il est temps d'aller attraper des poissons. C'est la rubrique technique de pêche. Aujourd'hui, ici, au moulin de la Casadote, à environ 40 km au sud de Bordeaux, nous allons essayer de prendre des truites au streamer. Commençons à pêcher un petit ruisseau qui est bien alimenté avec l'eau des sources et nous allons ensuite essayer aussi dans l'eau dormante et dans le petit étang à côté de sortir quelques truites avec des streamers. Il faut savoir que aujourd'hui nous avons un temps de fin d'hiver avec des eaux froides. En plus il a plu pas mal les derniers jours, donc les eaux sont assez fortes et on peut donc dire que les truites vont se trouver près du fond et donc on va mettre un streamer un peu lourd. Vu qu'il ne fait pas très beau et du soleil caché derrière des nuages, je vais essayer de commencer avec une imitation noire, donc foncée. On va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai l'habitude de pêcher en streamer, aussi bien le black bass que le brochet, avec des mini émerillons type snap fast ou autre, qui permet tout simplement par un petit clic d'accrocher le streamer et à le pêcher avec. Bon, ce streamer ici, on voit bien, il a un casque doré pour couler, donc pour donner du lestage, et d'autre part aussi pour attirer la truite par des reflets. Ensuite, on voit ici que le marabout derrière donne la vie, l'impression de vie à cette imitation d'alevin. Essayons donc de suite de lancer dans l'eau. On attend que le leurre coule. Et on ramasse, saccadé, pour tenter de provoquer une touche. Ça y est, hop, décroché. On tend la soie. La soie au streamer doit impérativement passer au doigt pour, même quand on arrête à tirer, on le ferme et si elle touche, elle est ferrée. Si on ne tient pas, si on fait comme ça, la truite prend, ça part. Donc on le tient là, on fait petit saccade, 1, 2, 3, clac, on tient. On fait un coup avec la canne, 1, 2, hop, touche, manqué encore. On ne peut pas décidément expliquer et être concentré en même temps, mais on va quand même y arriver. Bon, maintenant je ne parle pas, je vais en prendre une, c'est beaucoup mieux. Ça y est. Enfin, vous voyez, vaut mieux pêcher que parler. Après avoir pris quelques truites dans le petit ruisseau, nous essayons ici dans l'étang, tout près de la rentrée des petits courants, de leurrer une ou deux autres truites avec des streamers. J'enlève donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, facilement avec mon snap fast mon streamer noir. Et je vais essayer d'en mettre un ici qui est vraiment le contraire, donc qui vraiment est très 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 coloré. On va voir s'ils aiment ça, même un jour comme aujourd'hui. C'est couleur chartreuse et c'est un petit dog nobbler avec une petite tête dorée. On va donc prospecter le petit courant. Normalement, il y a toujours des truites qui sont à l'entrée dans des réservoirs. Tout doucement, tout doucement. Rien le premier coup. Hop, un peu plus loin. Attendre que ça coule un tout petit peu. Voilà. Hop. Pas très grosse. Pas très grosse. On va vite la libérer pour prendre un peu plus gros. Hop, sans ardillon, ça part de suite. Et on réessaye.
Et oui, la semaine du moucheur, c'est déjà terminé. Le temps passe vite, surtout quand on prend du poisson. Alors on va se retirer sur la pointe des pieds et laisser Eric continuer à attraper ses truites. Et puis si vous voulez plus de renseignements et que vous avez Internet, eh bien composez le www.chasseetpêchetv.fr et vous aurez le site de la chaîne avec la rubrique « La semaine du moucheur ». Si vous n'êtes pas encore équipé, eh bien composez le 05 59 650 432 et laissez votre question au répondeur. À bientôt.